Bon, Alastair, je suis le président du club, j'ose poser la première question. On a vu dans le deuxième film un petit camionnette blanche qui entrait dans une grosse usine avec des cartouches vides qui ressortaient, si j'ai bien compris, avec des cartouches pleins. Dans le dernier film, j'avais l'impression de voir un train qui freinait, qui envoyait de l'électricité dans des espèces de bornes à la gare, en train de charger, si j'ai bien compris, les cartouches vides. Quelles sont les technologies de charger ma cartouche vide? Est-ce que je peux le charger chez moi ou est-ce que ça va être plutôt à la gare ou toute une usine? Ouais. On va commencer par le début. Ces cartouches, pour les charger, vous avez besoin de le mettre en contact avec un hydrogène à très faible pression. Donc, pour le charger, vous avez besoin d'avoir un hydrogène qui est à 10 bars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un système compliqué pour monter la pression à 700-800 bars, comme c'est le cas aujourd'hui quand vous faites le plein avec votre Toyota. Ça veut dire aussi que vous avez la possibilité d'utiliser des électrolyseurs à faible coût, du fait que aujourd'hui, quand vous électrolysez l'eau avec certains petits électrolyseurs, vous sortez déjà à une pression qui permet de charger ces cartouches. Donc pour répondre à ta question, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de sources d'énergie renouvelables, que ce soit éolienne, solaire ou comme souhaite explorer la SNCF, c'est-à-dire récupérer l'énergie de freinage des trains, qui vous permet de prendre ces énergies excédentaires, vous électrolysez l'eau, avec des électrolyseurs à faible capex pour sortir un hydrogène. Ça veut dire aussi que le jour où ces électrolyseurs vont être suffisamment faibles en coût d'investissement, vous pouvez également envisager de les avoir chez vous. Après, avec quelle cadence est-ce que tout ça va être déployé? Ça dépend bien évidemment de dans quelle vitesse on va descendre du cost roadmap, par exemple des électrolyseurs. Bonjour, Gérard Gatt, société Joy Scientific. Je voulais savoir à quel coût vous sortez le kilo d'hydrogène dans une solution comme ça. Nous sommes agnostiques par rapport à l'hydrogène qu'on met dans nos cartouches. De préférence, on veut un hydrogène qui soit le plus vert possible. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, encore une fois, un peu de technique, 90% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui est fabriqué par du steam methane reforming, du gaz naturel. On reforme le gaz naturel et malheureusement, pour chaque kilo d'hydrogène qui sort, vous sortez 10 kg de CO2. Mais par contre, c'est la façon la moins chère de produire l'hydrogène. Avec une station de reformage centralisée, une grosse station, vous pouvez sortir un hydrogène à 2 $ par kilogramme d'hydrogène. D'accord? Ensuite, ça c'est un peu le baseline. Et c'est un peu le Graal aussi pour toutes les formes de production d'hydrogène verte. On veut atteindre en asymptote 2 $ par kilogramme à la production. Après, encore une fois, je reviens au fait qu'on a besoin d'étudier tout l'écosystème. Vous avez besoin de prendre en compte tous les coûts qui vous amènent du sortie usine à 2 $ par kilogramme, le transport, entrée de la station de service, transformation pour que ça puisse être disponible à la pompe, par exemple, pour les Mirai. Et dans cette chaîne aujourd'hui, on a typiquement un hydrogène qui est ensuite vendu, marge comprise, par l'exploitant de la station de service, target 10 $ par kilogramme. D'accord? Et donc ça intègre toute la chaîne. Pour le secteur automobile, il y a une espèce de consensus aujourd'hui de l'ensemble d'industriels qui sont dans cet écosystème qu'il faut sortir l'hydrogène à la pompe, donc acheté par le consommateur à 10 $ de kilogramme, pour être compétitif en coût avec l'essence et le diesel. Et c'est clair qu'aujourd'hui, l'hydrogène complètement vert ne vous permet pas d'atteindre ce cost target. Alors, le deuxième point sur le plan commercial et marketing, moi je m'intéresse particulièrement à la Bretagne, j'ai des projets là-bas, enfin des choses intéressantes. Quel mode de distribution, à part un mode de distribution type SNCF, qui est
un canal possible, mais je pense que ce n'est pas la totalité, parce que dans une des photos, on voit quelqu'un qui se sert dans une borne qui est dans un supermarché. Tout à fait. Ça. Voilà. Donc c'est de la vente B2C directe sur des grandes surfaces, des grands trucs. Voilà. Excellente question, et je vais passer quelques minutes sur cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a différents modèles de distribution des scooters, différents modèles de distribution des cartouches. On n'est pas obligé de marier les deux. Je m'explique. Et je vais m'expliquer un peu en vrac. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des concessionnaires de scooters, des concessionnaires de motos qui s'intéressent à nos cartouches? Ils nous disent, et c'est ça aussi qui a fait mouche dans les discussions qu'on a eues avec leurs fournisseurs, c'est-à-dire des constructeurs de scooters. Ils nous disent, aujourd'hui, nous, en tant que concessionnaires, on freine l'arrivée des scooters électriques. Je ne veux pas vendre des scooters électriques. Pourquoi? Parce que je perds mon SAV. Je perds la vente de mes pièces de rechange. Moi, je préfère vendre un scooter thermique où avec les freins, avec les pneus, avec le moteur, moi, concessionnaire, j'ai un chiffre d'affaires conséquent. Avec les scooters électriques, les moteurs électriques sont soi-disant beaucoup plus durables, j'ai moins de pièces de rechange, moins de services après-vente. Donc, ils nous disent, nous, on aimerait avoir des distributeurs de cartouches à l'extérieur pendant la fermeture, à l'intérieur quand on est ouvert, pour que nos clients reviennent chez nous. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est le marché des scooters. Aujourd'hui, ce qu'on voit nous tirer dans ce marché sont des applications, des usages et des segments qui sont très divers. Et ce qu'on voit émerger, c'est d'abord le marché, je dirais, des flottes. Que ce soit des flottes privées, comme la livraison fast-food, que ce soit des flottes privées ou publiques, comme la mise en place des flottes de partage. Ça, c'est un canal, et c'est le canal qui est en train d'émerger. Le deuxième canal, qui est la vente directe en B2C du scooter, ça, c'est quelque chose, et c'est vers ce canal-là que nous poussent les constructeurs OEM, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Nous, par contre, on garde les yeux ouverts parce qu'on se dit, à la fin de la journée, les 15 à 25 ans, est-ce qu'ils s'en fichent autant que pour les voitures d'être propriétaires d'un scooter? Donc, est-ce que pour eux, ils vont plutôt vouloir consommer la mobilité? On est ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de voir, on est en train de tester ces différents canaux. Bonjour, Thomas Schrastek, Innovation et Business Développement chez Air France KLM. Je voulais revenir sur la question précédente et comprendre quel sera votre positionnement une fois déployé vos flottes de scooters. Vous avez dit que vous êtes aujourd'hui labless, fabless. Demain, est-ce que vous avez l'intention de devenir opérateur, de posséder ces flottes, d'avoir une relation directe avec les clients, ou bien est-ce que ce sera via des partenaires et via votre écosystème? On est aujourd'hui l'architecte de l'écosystème. On va être la porte d'entrée à l'écosystème. Donc, c'est l'application Storage by Aqius qui va être la vitrine B2C pour le consommateur. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se positionne. Et donc, en réalité, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui deux choses. On a une plateforme B2C et on a une technologie de stockage. Donc, avec ces deux éléments, on se positionne. On n'est pas comme un Uber qui n'a que la plateforme. On a aussi la technologie. Et après, ce qui est clair, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les modèles économiques changent. Donc on doit être aussi extrêmement vigilant pour qu'on puisse évoluer, voire influencer les développements futurs. Je voudrais revenir sur la concurrence des batteries amovibles électriques. Oui. Je ne suis pas du tout expert de ce domaine, mais est-ce qu'il serait possible d'envisager, ce qui serait un avantage éventuellement pour ce concurrent, de recharger les batteries sur le lieu où on les dépose, où on les rend, et donc finalement économiser un transport jusqu'à une usine centralisée de recharge d'hydrogène? Il y a une société asiatique qui justement propose ce modèle-là. On le connaît très très bien. Leur idée, c'est de mettre à disposition des utilisateurs de leur scooter des bornes de recharge. Et donc, vous avez besoin, vous sortez les deux batteries. Donc, chaque batterie pèse 10 kg. Donc, vous sortez vos batteries de 10 kg, vous le mettez dans le borne de recharge
et vous reprenez des batteries qui sont déjà chargées. Leur modèle économique, nous ont expliqué, repose sur du energy trading. D'accord ? Donc eux, ils espèrent pouvoir gagner leur vie en utilisant ces bornes comme des lieux de stockage et de faire du trading avec le grid. Le problème qu'ils ont, c'est que, encore une fois, les batteries sont des objets lourds, volumineux, coûteux aussi, et c'est aussi un actif qui se dégrade dans le temps. Même si vous ne le rechargez pas, le shelf life d'une batterie lithium-ion, elle est problématique. Donc, le problème à la fin de la journée, c'est qui va accepter d'être propriétaire de cette patate chaude. Et quand je discute en ces termes avec le fondateur de cette société, il me dit « mais c'est ma banque qui va être propriétaire ». Très bien. Donc, dans la banque, on connaît bien des actifs toxiques. Voilà une actif toxique de plus. Marie Gérard, Engie, je voudrais vous poser 2 questions. On a parlé du processus de recharge. On doit monter à 800 bars. Ça pose évidemment de multiples problèmes. Est-ce que dans un futur proche ou plus lointain, il y a des possibilités de réduire cette montée à 800 bars? Ou bien est-ce que c'est absolument nécessaire, il n'y a pas d'autre possibilité? Je vais répondre à ça. Premièrement, pour nos cartouches, c'est clair qu'on n'a pas besoin de monter à 800 bars, on a besoin de monter à maximum 10 bars. D'accord ? Mais c'est parce qu'on absorbe l'hydrogène, on le piège dans une matrice solide. Les réservoirs que vous avez dans des véhicules aujourd'hui, ils sont construits pour stocker 5 kg d'hydrogène dans un minimum de volume, dans un minimum de poids. La solution qui existe aujourd'hui pour une telle quantité d'hydrogène, la mieux adaptée, c'est malheureusement de comprimer l'hydrogène en état gazeux jusqu'à 700 bars. On pourrait le comprimer jusqu'à 1000 bars. Il y a même des réservoiristes qui extrapolent en disant mais si on montait à 1000 ou à 2000 bars. Mais ce qu'ils oublient, c'est que certes, vous pouvez augmenter à 1000 ou à 2000 bars et donc comprimer de peu plus votre réservoir, mais ça impose une contrainte au niveau de l'infrastructure. Le CAPEX nécessaire pour les stations de service, c'est exponentiel. Donc, ça veut dire que la technologie qui existe aujourd'hui, qui est on the shelf, qui est mise en place sur le marché, qui consiste à comprimer l'hydrogène, il y a quelques voies, là je rentre vraiment dans la technique, pour essayer de minimiser ça. Une des voies, c'est la voie qui est explorée par BMW, c'est de faire ce qu'on appelle le cryo-compression. C'est-à-dire qu'en plus de comprimer, vous refroidissez. Vous refroidissez à une température d'azote liquide. Ça impose d'autres contraintes. Ça impose d'autres contraintes, bien sûr. Il y avait jusque-là aussi une autre approche, c'est un peu comme dans la guerre de VHS versus Betamax. Il y avait Honda qui poussait la voie de la compression à 350 bars. Le problème avec ça, c'est que si vous comprimez à 350 bars, que à 350 bars, vous avez 2 fois plus de volume. Donc, pour répondre à votre question, tant qu'on reste sur la voie du gaz comprimé, on est condamné à avoir des compressions à 700 bars. Si on refroidit, on pourra peut-être descendre à 300-400 bars, mais la complication, parce que rien dans la vie est gratuite, donc complication de refroidir avec l'azote liquide. C'est juste pour savoir s'il y avait des voies de contournement, puisque dans un monde où tout devient possible, pourquoi pas. Mais quand même, il y a des limites physiques. La seconde question, par rapport aux batteries électriques dont nous parlions et les problèmes que ça pose en termes d'usure, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous avez détecté comme problème d'usure dans le cadre des cartouches? D'accord. Bien le système d'absorption. Bien sûr. Sans trop rentrer dans des détails techniques qui, même qu'elles soient brevetées, on préfère de garder un peu confidentiel. Qui dit absorber l'hydrogène dit aussi être obligé de garantir que ce processus de inspiration et respiration soit reproductible. Donc la matrice intelligente qu'on a mise à l'intérieur permet de garantir ce genre de durabilité. Et malheureusement, je ne peux pas aller plus loin que ça dans la réponse. Bonjour, Guillaume Lafont, Pilar France.
Petite question juste d'ingénieur. Le film montre des voitures également chargées par ces cartouches. En kilowattheure, une cartouche fait combien à peu près? Aujourd'hui, quand vous voyez dans le film des voitures, c'est clair qu'on est en mode range extender, prolongateur d'autonomie. D'accord? C'est-à-dire, il y a une frontière qui existe aujourd'hui au niveau de la taille du véhicule, le poids du véhicule, une frontière au-delà de laquelle nous avons besoin de miser sur nos matériaux de troisième génération. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se contente d'abord de bien réussir les deux roues, que ce soit des vélos, assistance électrique, qui est un marché dont je n'ai pas parlé, mais c'est un marché qui explose, que ce soit les scooters. Et pour les petits véhicules, style Autolib, il y a des choses confidentielles en ce moment, mais disons qu'on s'intéresse à nous pour un format prolongateur d'autonomie. Et ça veut dire quoi un prolongateur d'autonomie? Ça veut dire que la pile à combustible, l'hydrogène, n'est pas utilisée comme forme principale de propulsion. Ça sert à recharger la batterie parce que, comme vous avez vu, au niveau du coût, au niveau du poids, au niveau du volume, au niveau de durabilité, on gagne largement en passant d'une batterie à une cartouche. Donc il y a des manières aussi intelligentes de mélanger les deux pour augmenter l'autonomie d'un véhicule sans augmenter d'une manière linéaire ni le poids, ni le volume, ni le coût. Bonjour, Yves Dumoulin, Forestia. Je voulais revenir sur la densité énergétique de vos solutions de deuxième et troisième génération et savoir comment elle se compare à la densité énergétique de l'hydrogène comprimé à 700 bars. Okay. L'hydrogène comprimé à 700 bars, aujourd'hui, si on raisonne en densité gravimétrique, l'hydrogène comprimé à 700 bars donne une densité gravimétrique de 5,6% en fonction du système qu'on va mettre autour. D'accord ? Et c'est pour cette raison que c'est aujourd'hui la technologie qui a été adoptée par Toyota, par Honda et par Hyundai. Avec la génération 1 de nos cartouches, nous utilisons des hydrogènes métalliques standards qui sont on the shelf, et donc là on est à une densité gravimétrique qui est de l'ordre de 1%. D'accord ? Donc c'est pour ça que ça explique aussi pourquoi je parle d'une frontière au-delà de laquelle on ne va pas s'avancer avec ces cartouches. Dans la génération 2, on a la possibilité de d'augmenter ça, disons, jusqu'à 2%. Et dans la génération 3, c'est là où on fait un saut, une rupture, on peut monter jusqu'à 10%. Est-ce que vous pourriez expliquer la genèse de ce projet? Et deuxième question, est-ce que vous vous intéressez à des sujets autres que la mobilité? Oui, et la genèse de ce projet, c'est en réalité la dépollution. La genèse de ce projet, c'est, et là je vous renvoie au Dieselgate avec Volkswagen. Depuis 2003, nous travaillons dans la dépollution du diesel. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la réduction de CO2. Vous passez de l'essence au diesel, vous gagnez facilement 17% au niveau de la consommation des émissions de CO2. Mais qui dit diesel dit aussi pollution locale, des particules et surtout pour nous, des oxydes d'azote. Donc, à partir de 2003, on a commencé à travailler sur comment est-ce qu'on peut dénoxifier le diesel. Et on a amené une solution à un grand équipementier qui comportait l'intégration dans un véhicule d'un fluide, un nouveau fluide stratégique. Mais ce fluide, c'est 70% de l'eau et 30% d'éléments actifs. Donc là, on transporte dans un véhicule 70% de poids et de volume qui sert un peu comme dans une pilule qui sert strictement à rien. Donc, fort de cette expérience et de notre deep domain knowledge dans ces secteurs, on s'est dit qu'il doit y avoir une meilleure solution. Et c'est là où on a été amené à regarder comment est-ce qu'on peut, au lieu de stocker un fluide qui, in fine, n'était qu'un précurseur d'ammoniac, comment est-ce qu'on peut faire pour stocker l'ammoniac en état gazeux directement? Et vous dites que vous partez des usages, mais une fois que vous identifiez un besoin, vous allez ensuite acheter les brevets qui vont bien, ou c'est vraiment en interne? Ce qu'on fait, c'est qu'on voit, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Et dans ce cas, on peut prendre une licence. S'il n'y a rien qui existe, ou s'il y a quelque chose qui existe mais qui n'est pas compatible avec le besoin de la mobilité,
on investit pour développer un portefeuille dans lequel nous, on est soit copropriétaire, soit propriétaire à 100%. Et donc, pour conclure de la genèse de stockage d'hydrogène, donc on est passé de l'industrialisation d'une solution de stockage d'ammoniac dans des cartouches à une solution où via le même principe scientifique, aussi d'ingénierie, et la même problématique d'usage, on intègre l'hydrogène. Et demain, est-ce que vous irez sur d'autres sujets que la mobilité? Oui, mais aujourd'hui, on est un peu aspiré par ce qu'on voit dans le domaine je dirais que les services. C'est-à-dire comment est-ce qu'on dématérialise pour le consommateur les objets de mobilité pour le rendre consommable autrement. C'est ça qu'on est en train maintenant de prendre beaucoup de réflexion chez nous. Et finalement, parce que pour répondre aussi à la question de où est-ce qu'on voit le futur, je parle ici, on a une mobilité qui est connectée. La France aujourd'hui est, je pense, au niveau du state of the art, au niveau de l'Internet des choses, au niveau de la connectivité. En France aussi, on a des ressources, la matière grise, très performantes au niveau de la mise en place de ce genre de plateformes, des plateformes dématérialisées. Donc, on compte beaucoup sur les chercheurs français, les ingénieurs français, pour nous aider à innover aussi dans ces domaines de demain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.